Bonjour, aujourd'hui dans notre cours, nous allons parler de mixité fonctionnelle. La mixité fonctionnelle, nous allons voir ce que c'est. Nous irons ensuite, à travers quelques images, voir dans les villes africaines où on peut la saisir et finalement à quoi elle sert cette mixité. Donc lorsque l'on parle de mixité fonctionnelle, on parle à la fois de diversité et de pluralité des fonctions. Il faut que les différentes fonctions soient diverses et nombreuses, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'en avoir juste quelques-unes, mais c'est leur grand nombre qui fait la mixité fonctionnelle. La mixité fonctionnelle, on peut imaginer que ce serait un état, entre guillemets, naturel de la ville. Ce qu'une partie des auteurs nous disent, c'est que la ville, si elle s'auto-organisait, elle serait par définition mixte. Donc c'est une sorte d'équilibre, de jeu entre les diverses fonctions au sein d'une ville. Alors ces fonctions, nous allons voir lesquelles elles sont, lesquelles elles peuvent être, mais avant cela, nous allons quand même réfléchir à une question, à quoi ça sert cette mixité fonctionnelle? La mixité fonctionnelle, on l'a dit, c'est un équilibre des fonctions. Donc c'est aujourd'hui, ou ça devrait être, un but de l'urbanisme. On se rend compte que de plus en plus, on essaie, au nord, dans les grandes villes, de réintroduire la mixité fonctionnelle, puisque elle a disparu avec le zonage. Nous verrons tout à l'heure ce que l'on appelle zonage. Elle a gentiment disparu et le but aujourd'hui de la plupart des grands projets de ville, le but de tout urbanisme, c'est de réintroduire cette mixité. Mixité sociale, ça a donné l'objet d'un autre cours, mixité fonctionnelle, la diversité et pluralité des fonctions. Alors on verra qu'on a une chance incroyable dans les villes dont nous parlons, c'est qu'elle est existante. Elle est là, cette mixité. On peut la voir, on peut au quotidien sentir cette mixité fonctionnelle. Et c'est un grand plus pour ces villes, même si de plus en plus on essaie, par des plans d'affectation des sols, à imposer une sorte de zonage. Alors on a un double mouvement entre certaines villes qui aimeraient réintroduire de la mixité et les autres villes qui aimeraient, au contraire, interdire ou voire diminuer cette mixité fonctionnelle. Il y a derrière l'idée de cette mixité aussi de lutter contre les grandes zones dortoirs que l'on voit aujourd'hui, qui sont séparées des zones de loisirs ou des zones de commerce ou encore des zones dans lesquelles on va trouver du travail. Donc l'idée derrière la mixité fonctionnelle, c'est de retrouver finalement une superposition, une intégration de l'ensemble des fonctions, aussi bien de la fonction résidentielle que de la fonction économique. Il est bien sûr évident que cette mixité fonctionnelle a des limites. On ne va pas pouvoir mettre des usines extrêmement polluantes et bruyantes à côté du résidentiel, bien que ça existe dans la plupart des villes. Mais ce qu'on essaie, c'est de comprendre aussi, pour chaque fonction, quelles sont les nuisances que ça apporte en termes de bruit, en termes de pollution, et faire en sorte qu'il n'y ait pas superposition des nuisances. Et les chantres du zonage se basent là-dessus, pour dire on va séparer les fonctions, on sépare ainsi les nuisances. Alors la mixité fonctionnelle vient de la superposition, de l'intégration de fonctions urbaines. Alors tout d'abord, on peut avoir les fonctions économiques d'une ville. Les fonctions économiques, c'est le secteur secondaire et le secteur tertiaire. On met souvent l'accent sur les fonctions et les services tertiaires, services que donnent les entreprises. Fonctions culturelles, les institutions culturelles, les équipements culturels. Ça peut être aussi les grands festivals, les grandes foires. Ça peut être des endroits permanents ou éphémères. Les fonctions politiques d'une ville renvoient au pouvoir politique, au lieu du pouvoir, au siège du pouvoir. Donc on a des grandes institutions dans les villes qui sont des institutions politiques, qui peuvent être locales ou nationales ou internationales, parfois. Les fonctions de transport, tout ce qui permet de déplacer des gens, les fonctions de communication, finalement, c'est les réseaux de communication, c'est les flux de communication qui passent à travers les villes, et on a la fonction sociale qui
finalement renvoie à l'habitant de la ville. Donc l'habitant n'est pas tout seul, il se définit par les relations interpersonnelles qu'il a, les relations sociales. Donc, tout ça forme un espace social, une fonction sociale au sein de la ville. Alors il y a parfois superposition de ces différentes fonctions. Quand il y a superposition, on peut se retrouver dans des zones de frottement et des zones où justement différentes fonctions ne cohabitent pas très bien. Et puis il y a la mixité fonctionnelle qui serait le schéma où justement les différentes fonctions s'intègrent, s'interpénètrent et forment ensemble ce qu'on appelle la mixité fonctionnelle. Alors la mixité fonctionnelle, c'est une notion finalement que tout le monde comprend, mais qui est relativement floue. Et c'est relativement flou quand on parle d'échelle. Est-ce que c'est à l'échelle extrêmement locale du quartier, même de l'îlot, qu'on veut de la mixité fonctionnelle, ou est-ce que c'est plus grand à l'échelle régionale, voire nationale? Donc on est vraiment sur une question de définition d'échelle, donc de définition d'espace dans lequel on va tester un certain nombre d'indicateurs. De nouveau, cette notion floue, elle vient du fait qu'on n'est pas sûr des indicateurs qui pourraient définir la notion. Donc en général, on est à peu près tous d'accord, on comprend à peu près tous ce qu'est cette notion de mixité culturelle, mais quand on commence à réfléchir dans le détail, on se rend compte que ça demande un certain nombre d'indicateurs, et que ces indicateurs, on n'est pas sûr de bien les connaître et de bien comprendre les interactions qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Mixité et zoning sont deux choses totalement opposées. D'un côté, on essaie justement d'avoir les différentes fonctions au sein du même espace, et d'un autre côté, on fait exactement le contraire. On dit toutes les fonctions, on va les différencier spatialement. C'est ce qu'on appelle le zonage ou le zoning. Et pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'avec le zoning, on est plus efficace. Alors ça arrive aussi avec l'arrivée massive des automobiles dans les villes, mais on se rend compte que c'était plus simple de dire là on fait du résidentiel et on réglemente de cette manière-là, et là on fait d'autres types d'activités et c'est réglementé de cette manière-là. Donc il y avait une notion, il y a toujours, puisque le zonage est toujours en cours, il y a une notion d'efficacité derrière le zonage. À l'opposé, on a tendance à penser que la mixité fonctionnelle arrive sur de la mixité sociale. En tout cas, qu'elle favorise, à un moment donné, cette mixité sociale. Et puis, ce qui intéresse derrière cette mixité, c'est finalement le dynamisme des quartiers, c'est finalement l'animation qu'on peut trouver, la superposition d'un certain nombre de gens, d'un certain nombre de lieux, d'un certain nombre de types de fonctions au sein d'un même espace. Donc, à la fois, le zonage prône la question de la différenciation des fonctions et la mixité prône la superposition, l'interpénétration des fonctions. Donc on a deux schémas totalement différents. Alors si on réfléchit aux quelques villes que l'on connaît et aux quelques lieux que l'on aime bien pratiquer, on va commencer à comprendre dans quel camp on se situe. Parce que finalement, sur les questions d'efficacité, tout le monde trouve de l'efficacité soit dans un, soit dans l'autre modèle, ou au contraire trouve de l'inefficacité soit dans l'un, soit dans l'autre modèle. Il est clair qu'en divisant les fonctions, résidentielles, fonctions de travail, on est obligé d'avoir une mobilité qui nous permet d'aller d'une zone à une autre. Dans le cas de mixité fonctionnelle, le schéma est que au sein du même espace, on pourrait à la fois avoir son logement et son lieu de travail. Le zonage, ou zoning, on va finalement trouver dans la Charte d'Athènes, avec le Corbusier, le document théorique qui va instituer de manière très forte les idées de ce zoning. On a 4 grandes fonctions qui sont le logement, le travail, le loisir et la circulation. Et finalement, la Charte d'Athènes va concevoir tout un programme qui va séparer dans ces 4 groupes, ces 4 fonctions tout à fait distinctes. Et ceci, on va ensuite le décliner sur une série de règles, qu'on pourrait dire. La Charte d'Athènes est en fait un manuel d'urbanisme où on doit diviser ces 4 fonctions, mais on va aussi diviser l'habitat ou le bâti de la rue
Donc il n'y a plus, cette notion de rue est totalement abolie. On a des voies de circulation et de l'habitat. Et puis ces voies sont hiérarchisées. Et l'idée derrière tout cela est qu'on a une sorte d'égalité des chances et toutes les zones sont finalement accessibles depuis à peu près partout. Donc il y a comme ça toute une série dans la charte d'Athènes d'éléments en disant il faut faire ceci, il faut faire ça, on hiérarchise les voies, on sépare la voirie du bâti, donc on abolit clairement et simplement la notion de rue. À l'opposé, la mixité, alors ça peut être mixité fonctionnelle, mixité urbaine, ce que vous voulez, plusieurs noms, mais l'idée même de la mixité est une idée opposée finalement au zoning, et cette idée de mixité, elle vient du fait de la critique du zoning, où on s'est rendu compte que finalement il y avait des quartiers entiers qui étaient des quartiers résidentiels qui n'avaient pas d'âme, où on se sentait pas forcément très bien, et qui posaient un certain nombre de problèmes en termes de mobilité. Donc à chaque fois, il fallait reprendre la voiture pour aller dans la zone commerciale, on reprend la voiture pour aller dans la zone où on va trouver le pouvoir politique. Donc toutes ces choses-là ont commencé à poser les questions et on s'est demandé si finalement, quand on voyait les grands ensembles aussi, si il manquait pas quelque chose dans ces grands ensembles d'habitations. Donc c'est par la critique et le constat d'échec qu'on est revenu sur des questions aujourd'hui de mixité et la plupart du temps, on essaie de réinterpréter, de réinsuffler dans les règlements de la mixité. Mixité qui peut être sociale ou qui peut être fonctionnelle. Mais ça devient de nouveau un grand leitmotiv. Ça, c'est, je dirais, l'histoire chronologique des villes. On a une chance énorme dans la plupart de nos villes africaines, c'est que cette mixité a continué à perdurer. Mais on essaie petit à petit, on voit des exemples. L'exemple le plus récent est sans doute Kigali, où on va différencier les fonctions. Et finalement, on se dit, stop, dans le résidentiel, on n'a plus le droit d'avoir ces petites sociétés et son propre bureau. Les bureaux, les sociétés doivent être dans le quartier des affaires. Alors, ça permet de développer un quartier des affaires, mais on est finalement en train de refaire, où on va à contre-courant en tout cas, de la tendance actuelle qui est plutôt à la mixité. Ah bien sûr, on peut faire à la fois l'apologie de la mixité, mixité fonctionnelle, mixité sociale, mais on ne peut pas ne pas en faire la critique aussi. Donc elle interroge de la même manière. On a parlé tout à l'heure des nuisances, de la superposition d'un certain nombre de nuisances, de l'incompatibilité peut-être de certaines fonctions les unes avec les autres. Donc par rapport à ça, ça questionne vraiment quel est le schéma qu'on veut mettre en place par rapport à l'usage. Si on prend l'usage d'une rue, par exemple, alors le zonage ou la charte d'Athènes nous donnerait une différenciation, une hiérarchisation entre les différentes voies de circulation. Aujourd'hui, on est plutôt sur des réflexions où on veut mixer, où les piétons peuvent traverser la route où ils veulent, et puis finalement, on essaie de mettre ensemble tous ces usagers. Mais lorsque l'on discute de ça avec les gens, première idée qui vient naturellement à l'esprit, dans la tête des habitants des villes, c'est de dire « Ah, mais ça pose problème si le vélo est sur le trottoir, alors là, ça pose problème parce que ce n'est pas les mêmes vitesses et parce que c'est dangereux pour le piéton d'avoir un vélo sur le trottoir. » Donc tout naturellement, les gens vont essayer de nouveau de dire « Il faut que chaque espace soit dévolu à un type de transport. » Alors le cas des routes est ou des rues est assez symptomatique là-dessus, c'est que finalement on essaie de faire de la mixité aujourd'hui dans la plupart des grandes villes du monde, et qu'au même moment, si on interroge les gens, eux veulent juste la voie de circulation pour le mode de transport qui les intéresse ou qu'ils utilisent. On a un cas tout à fait particulier dans la plupart des villes africaines, c'est que finalement, si je reprends mon exemple de la route, on voit que on est tous sur la route et que la mixité, elle est de fait, et qu'elle se passe plutôt bien, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Mais si on regarde le point de vue du piéton, c'est quand même le plus faible, le piéton, qui fait les frais de cette mixité fonctionnelle sur l'espace de la rue. Donc, en fonction des espaces qu'on veut traiter, en fonction des quartiers, en fonction des fonctions qu'on a
superposées, on se rend compte que la mixité peut être bien ou peut être clairement mauvaise et qu'il faut la réfléchir. Donc on ne va pas ni jeter le zonage, ni jeter la mixité, bien au contraire, mais il faut, je pense, maintenant qu'on essaie de réfléchir et d'aller de l'avant en voyant quelles sont les choses bien que l'on peut prendre dans l'un et dans l'autre. Au sein d'une ville, la mixité économique est importante. Pourquoi ? Parce qu'on peut travailler dans des zones qui sont des clusters, où finalement on fait à peu près les mêmes choses sur un territoire donné, et on va rendre très spécifique un type d'économie. Alors pour attirer les capitaux, attirer l'emploi, se positionner sur un secteur d'activité pour une ville et être le numéro 1 mondial de ce domaine d'activité est extrêmement intéressant, mais rend aussi la ville extrêmement fragile puisqu'on est à la merci des fluctuations sur les marchés internationaux de ce type d'activité. Si vous avez toute une ville qui travaille sur, disons, la confection de vêtements, et on a comme ça toutes les entreprises, depuis la production du fil jusqu'à l'empaquetage, et on a des compétences, et la ville développe cette activité. Il suffit que l'on trouve finalement à délocaliser moins cher ailleurs dans un autre pays, et c'est l'ensemble de l'économie de la ville qui s'en va. Donc, à la fois on a besoin d'avoir une économie spécifique qui permet d'être le fer de lance de quelque chose, et dans la concurrence globale des villes, on a le besoin d'être spécifique sur un domaine, et d'un autre côté, on a besoin d'une mixité économique qui permet d'avoir comme ça un tissu qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus robuste en cas de problèmes économiques, en cas de krach boursier, ou alors de délocalisation parce que quelqu'un fait exactement la même chose que vous, mais pour moins cher à l'autre bout du monde. Les mesures de la mixité, on l'a déjà abordé un petit peu tout à l'heure. Il y a d'abord la question de l'échelle, à quelle échelle je vais évaluer ma mixité, et la question des indicateurs, quels sont les indicateurs que je vais prendre pour me dire que ça, c'est de la mixité. Et ça, c'est extrêmement difficile, et on est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on renvoie à la définition du début de ce cours, sur cette définition qui était floue, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement quels sont véritablement les indicateurs qu'on va prendre. Comment faire la mixité ? Comment faire en sorte que ces différentes fonctions cohabitent ? Alors, il y a tout ce qui est des outils et des instruments de l'urbaniste. Alors, il faut déjà éviter de réglementer de manière trop spécifique les différentes zones. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire du zonage ou permettre d'avoir une grande zone où on peut à peu près tout faire, sauf quelques exceptions qui sont à trop forte nuisance ou dangereuses. Bon, le reste, on peut dire, on laisse totalement faire. Mais dans la plupart des cas, on se rend compte à un moment donné que cette mixité, si on veut la maintenir à tout prix, on doit un petit peu l'accompagner. Si on a un marché foncier totalement libre, si finalement, avec le jeu de l'offre et la demande, la vente et la revente de terrain au centre-ville, les prix commencent à monter, on va mettre en plus des transports publics qui feront encore augmenter le prix des terrains, et on va voir que de plus en plus, ces centres-villes, ils vont finalement voir partir leurs habitants au profit de bureaux de grandes sociétés. Donc, il y a un moment donné où les lois du marché vont contre cette mixité fonctionnelle et contre cette mixité sociale qui est une idée qui est totalement induite par la mixité fonctionnelle. Maintenant qu'on a donné un cadre global, un peu théorique à cette mixité, qu'on a vu mixité versus zonage, on va, à travers quelques images, s'intéresser à ce qui se passe dans les villes qui sont, je l'ai déjà dit, mixtes par essence. Une rue assez classique, on est ici à Dakar, on voit les différentes fonctions. Alors très clairement, on a sans doute une première fonction de résidence et une première fonction de commerce. Et puis on voit que sur ce même trottoir, on a à la fois des voitures et des commerçants et
dépassant. Donc ça veut dire que la fonction de transport existe aussi au sein de cette même image. Autre cas de figure, on voit que l'habitat va prendre en principe place sur le premier niveau et les rez-de-chaussée sont dévolus à tout type d'activité. Là, on est sur des activités de lavage de linge en plein air. Donc, on a récupéré un bout de terrain libre, qui n'est pas son propriétaire, bien sûr, mais qu'on va laisser occuper comme ça. Et puis, on a ici la borne fontaine. Donc, les gens peuvent aller comme ça, chercher de l'eau et nettoyer leur linge. On voit aussi que le vendeur qui passe au premier plan est, lui, sur des fonctions de vente. On a des fonctions de service domestique et on a des fonctions résidentielles. Autre cas de figure, à nouveau, même type de rue. On voit que derrière, on a sans doute du résidentiel dans les étages et tous les rez-de-chaussée sont pris pour du commerce. Là, il s'agit d'une boulangerie et de logements au premier et de logements au deuxième niveau. Et on voit qu'on a des ventes de pièces détachées neuves et d'occasion, et on a une boulangerie. Donc, on a aussi, au sein même de la fonction économique, entre deux magasins, deux lieux de vente, on a une très grande mixité, très grande disparité. Donc, on ne va pas trouver tout ce qui correspond à l'alimentaire, avec la boulangerie, la boucherie, mais on peut se retrouver dans des situations où on vend des pièces pour voiture à côté d'une vente de pain frais. Autre image encore, on a diverses fonctions, avec des fonctions de vente au rez-de-chaussée. Les vendeurs devant sur les trottoirs vendent d'autres types de choses que ce qu'on peut vendre dans les bâtiments fermés, et puis en dessus, sans doute, soit des bureaux, soit du logement. Ces quelques images étaient juste là pour vous montrer un petit aperçu et de voir que à travers 2, 3, 4, 5 vues, on se rend compte de l'énorme diversité qu'il y a déjà. En gros, le premier rez qui donne sur la rue va être pris par des magasins, pris par des différents types de commerces, et puis ensuite, dessus, aux étages, on trouvera en général des logements. Ce qui fait que on pourrait imaginer, même si ce n'est pas toujours le cas, voire rarement le cas, qu'on habite finalement en dessus de son lieu de travail, ce qui, en termes de mobilité, favorise clairement l'accessibilité, puisque on est quasiment sur place. Voilà, réfléchissons ainsi, lorsque l'on se promène dans les villes, de voir quelles sont les différentes fonctions. On les a vues, fonctions politiques, résidentielles, de transport, culturelles, économiques. Donc, réfléchissons à ça et voyons comment ces différentes fonctions sont agencées les unes avec les autres et posons-nous la question, dans les lieux qu'on aime bien, est-ce qu'il y a une plus grande mixité que dans les lieux où on est mal à l'aise? Si on fait le test, là, plus comme professionnel de l'urbain, mais comme habitant de la ville, si vous allez vous promener, essayez de regarder quels sont les lieux que vous aimez bien, quels sont les lieux où vous vous sentez à l'aise. Et de ces lieux-là, essayez de décrypter, de lire le territoire en fonction de la mixité fonctionnelle. Et vous verrez qu'il y a sans doute, dans la grande majorité des cas, une relation de cause à effet. Et les grandes diversités et la pluralité qui mènent à la mixité donnent en principe des lieux qu'on aime pratiquer. Voilà, c'était rapide, c'était la mixité fonctionnelle. À nouveau, un petit flash sur un sujet particulier dans notre vidéo qui nous permettra ensuite de commencer à construire le puzzle. Donc, dans ces premiers cours, ces premières vidéos, on va voir les différentes pièces du puzzle les unes après les autres que l'on essaiera ensuite, à la fin, d'assembler pour comprendre comment est-ce qu'on peut agir sur les villes africaines.